à cette première conférence des Midi Ménatech de l'année 2023. Vous l'aurez certainement constaté, nous avons quelque peu coloré en vert les Midi Ménatech existants pour vous proposer désormais une nouvelle version des Midi Ménatech by Giant. Ceci coïncide aussi avec le renouvellement du comité d'organisation. Et puisque Mylène Thomas, la chargée de communication de Giant, va succéder à la brillantissime Julie Spinelli, qui a réussi le challenge depuis 10 ans de nous faire vivre près de 500 conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc, un grand merci à Julie qui a quitté l'équipe Giant pour retrouver une équipe du CEA Leti. Alors désormais, vos conférences vont tenter de s'étoffer un petit peu pour vous proposer toujours plus de contenu sur l'actualité scientifique et technique, sur des sujets de recherche, bien évidemment, sur la formation, sur la vie économique au sein de l'écosystème scientifique. Pour rappel, le campus Giant est un campus hors les murs qui a été créé par 8 membres fondateurs. On y retrouve notamment donc le CEA, le CNRS, le MBL, le SRF, l'ILL, Grenoble INP, UGA et l'école de management GEM. Ces partenaires travaillent en collaboration et en coordination pour répondre ensemble aux défis sociétaux dans les domaines variés, bien sûr, comme l'énergie, l'environnement, la transformation digitale numérique, la santé ou encore l'exploration de la matière. Et c'est toutes ces thématiques que vous retrouverez désormais aussi à travers des Midi Ménatech by Giant. Je ne m'attarde pas plus longtemps. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Henbert du CEA Leti, qui va vous présenter une conférence sur la blockchain. Je crois que la dernière fois que vous étiez là, venue, Christine, c'était devant un amphi totalement vide en janvier 2021, en plein Covid. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne conférence et à vous remercier pour votre conférence. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, on m'a demandé de vous présenter ce qu'est la blockchain, donc un mot qu'on entend dans les médias et qui est souvent associé aux crypto-monnaies. Donc, l'idée là, c'est d'aller voir ce qui est un petit peu au cœur de cette technologie et comment ça marche. Alors, je vais repartir de quelque chose que vous connaissez tous, qui est comment est construit un système d'information qui est centré sur les données. Donc, je pense que tout le monde dans la salle a déjà utilisé un réseau social qui typiquement est construit sur une architecture où les données sont sur des serveurs. Donc, on dit cloud, donc ils sont sur des serveurs qui sont distants. Ça veut dire que quand on utilise via notre smartphone une application, là typiquement j'ai mis le logo de WhatsApp, ça peut être n'importe quel autre, en fait les données que l'on va émettre ne restent pas sur notre appareil. Elles sont envoyées sur un serveur qui est distant et qui, je dirais dans la plupart des cas, est situé aux États-Unis ou en tout cas voilà, loin de nous. Et on n'a plus la maîtrise de nos données une fois envoyées. Et donc, la blockchain, elle ouvre la possibilité de construire des architectures de systèmes d'information complètement différents qui sont centrés sur l'intérêt de l'utilisateur. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de serveurs centralisés, mais que chacun puisse garder son information à son niveau et donc la gérer. Donc, sous-entendu, quand je donne un consentement, ce serait un vrai consentement, puisque c'est moi qui le gère. Alors, pour comprendre comment c'est fait, je suis repartie de quelque chose que certains d'entre vous ont peut-être expérimenté, qui sont les réseaux de pair à pair. Donc, un réseau de pair à pair, c'est un réseau où il n'y a pas de serveur central et c'est connu depuis longtemps. Le plus connu, je pense que c'est BitTorrent. C'est un réseau qui a été beaucoup utilisé par les gens qui partageaient des médias avant la loi Adopi. Donc en fait, le principe, c'est j'ai une base de données avec un certain nombre de contenus et je le partage avec les autres. Un système
disposition des autres, mais chacun, il a chez lui ce qui l'intéresse. Et comme on est tous différents, on a tous une information différente à notre niveau. Alors, la blockchain, elle va reprendre ce principe, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils vont plus avoir un serveur avec une base de données et ce qui les intéresse à leur niveau. Ils vont partager un registre qui est en fait un livre de compte qui va être répliqué et distribué. Ça veut, dans une blockchain, en fait, ce livre de compte, il a quand même deux grosses différences par rapport à un réseau pair à pair type BitTorrent. La première, c'est que c'est vraiment un livre de compte, donc à l'intérieur, ce n'est pas des données, ce sont des écritures comptables, en fait, ce qu'on appelle des transactions. Donc c'est quelque chose de tout petit qui dit en gros, Alice a envoyé un truc vers Bob, c'est tout. Ou un livre de compte tel qu'on pourrait avoir chez un boulanger qui écrirait toute sa compta à la main ou qui ferait crédit à certains clients, etc. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que tous les utilisateurs voient la même chose au même moment. Donc on a quelque chose qui est répliqué entre tout le monde de façon, je dirais, parfaitement exacte. Donc, dans l'idéal, tout le monde voit exactement la même chose au même moment. Donc, on n'a plus de l'information qui est différente par utilisateur. Tout le monde voit la même chose. Et pourquoi? C'est que si tout le monde voit la même chose et tout le monde voit les écritures comptables du livre de compte, bah, on peut commencer à construire une confiance entre nous, puisque j'ai la même information qu'une autre paire du réseau et donc ce qui est écrit dedans, il le voit aussi et donc c'est indéniable quelque part. Alors l'idée là, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que dans une blockchain, si on traduit en français, on dirait chaîne de blocs et donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre comment cette chaîne de blocs qui constitue le livre de compte se construit dans le but toujours que tout le monde ait la même information. Alors, l'organisation en bloc, j'ai envie de dire que quelque part, c'est un choix de représentation des données. Il en existe d'autres, mais celle-ci, on va dire, est efficace. Et donc, sur ce transparent, j'ai remplacé le livre de compte par une suite de blocs qui sont chaînés par un maillon. Et donc, on va voir c'est comment on ajoute un nouveau bloc dans la chaîne et qu'on le lie à la chaîne et comment donc on construit ce maillon. Donc, à un instant donné, tous les pairs du réseau ont une copie du livre de compte. Et la question, ça va être comment on insère, comment on met un nouveau bloc dans la chaîne. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'utilisateurs particuliers qui s'appellent des mineurs, qui ont un rôle pour se mettre d'accord en fait sur quelle est l'information légitime, valide, autorisée qu'on va ajouter dans la chaîne, sachant qu'une fois qu'on a construit le maillon, on ne peut plus le retirer, on ne peut pas le casser. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc c'est pour cette raison que l'ensemble des validateurs se mettent d'accord par un protocole qu'on appelle un protocole de consensus, qui est en fait, c'est ça qui fait la blockchain. C'est-à-dire que sans ce protocole de consensus, il n'y a pas de blockchain. On peut avoir un réseau de pair à pair, mais on ne peut pas dire qu'on a une blockchain si on n'a pas ce protocole qui permet aux validateurs de se mettre d'accord sur le nouveau bloc qu'on va mettre dans la chaîne, qui permet à tout le monde d'avoir la même information partagée, répliquée. Et donc, j'ai symbolisé les mineurs par un ensemble de personnes qui travaillent dans les mines, là, sur ce transparent, de façon visuelle. Donc, de façon concurrente, chaque mineur a le droit de construire un nouveau bloc. Donc, depuis, je dirais que le dernier bloc a été introduit dans la chaîne, il y a de nouvelles transactions qui sont créées. Et donc, ce bloc va comprendre toutes les nouvelles transactions depuis l'insertion du dernier bloc. Et donc, tous les validateurs, tous les mineurs ont le droit de construire ce bloc et de le proposer aux autres. Et pour le proposer aux autres, il va falloir qu'ils résolvent un challenge cryptographique pour prouver qu'ils sont honnêtes, en fait. Et donc ici, j'ai symbolisé un réseau avec plusieurs validateurs, mais j'ai pris l'hypothèse
que 2 d'entre eux ont trouvé une solution au challenge cryptographique et donc sont en mesure de proposer leur bloc aux autres. Donc, le premier qu'a trouvé, c'est le bloc rouge et le second bloc qui peut être proposé est le bloc vert. Donc, cette temporalité est importante dans la suite. Donc, chaque validateur à son niveau qui est en mesure de proposer un bloc aux autres parce qu'il a trouvé une solution au challenge cryptographique va déjà mettre le bloc chez lui. Et puis, dans la suite, il va l'envoyer aux autres, à ses pairs. Donc, il y a une communication réseau pour envoyer son bloc à tout le monde. Et le second qui trouve une solution fait la même chose. Donc, les blocs, ils vont se propager dans le réseau et ils vont arriver chez les voisins. Alors, plus ou moins vite, selon, je dirais, les paramètres du réseau et sa topologie. Ce qui fait que certains acteurs vont recevoir le bloc rouge en premier et d'autres vont recevoir le bloc vert en premier. Il se trouve que, en tout cas, on va prendre l'exemple de Bitcoin qui est la référence et qui est peut-être plus facile à comprendre. Il se trouve que dans le protocole de Nakamoto qui est proposé dans Bitcoin, le bloc qui est bien construit et arrive en premier va être celui qui est légitime en fait. Ça veut dire que celui qui arrive en second, même s'il est bien construit, c'est pas lui qui sera légitime pour être inséré. En revanche, si le premier bloc il a des fautes, bah, du coup c'est le second bloc qui est vert qui sera privilégié. Et donc là, ici, ce que l'on voit, c'est que sur la droite, on a des acteurs qui ont reçu le bloc rouge, donc le bloc légitime en premier, ils l'ont ajouté à leur chaîne, ils sont OK, ils l'ont vérifié, il est OK, ils le prennent. Et sur la gauche, on a des acteurs qui ont reçu le bloc vert en premier, il était bon, donc ils l'ont pris, ils l'ont ajouté à leur chaîne, et puis un peu plus tard, ils reçoivent le bloc rouge, il est bon aussi, et ils se rendent compte qu'en fait, il a été créé plus tôt, même s'ils l'ont reçu plus tard, donc ils le mettent également dans leur chaîne. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, à un instant, enfin, à un rang donné, on a 2 blocs qui sont tous les 2 bons. Des règles communes vont faire que, bah, on va plutôt choisir le rouge parce qu'on a intérêt à le faire, on va voir pourquoi. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'on a ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire une fourchette. C'est-à-dire qu'à partir du dernier bloc bleu, on a le choix entre 2 blocs et donc ces validateurs-là, il va falloir qu'ils soient en mesure de s'appuyer sur des règles que tout le monde connaît pour faire le choix entre le rouge et le vert. En l'occurrence, ils sont capables de voir que c'est rouge qui est le bon parce que dedans le bloc, il y a ce qu'on appelle un timestamp en anglais, c'est-à-dire un horodatage qui permet de savoir à quel moment il a été créé, proposé, et ils voient que l'horodatage du rouge est antérieur à celui du vert, et donc ils vont plutôt choisir celui-là. Alors pourquoi c'est important pour ces validateurs de faire le choix d'un bloc entre le rouge et le vert? C'est qu'ils sont en mesure, au rang suivant, de proposer le bloc suivant. Et que dans le protocole de Nakamoto qui a été introduit dans Bitcoin, ils n'ont pas intérêt, enfin, ils doivent faire un choix parce qu'il va falloir qu'ils engagent de la ressource énergétique pour créer le bloc suivant. Et donc, ils ne peuvent pas l'engager derrière 2 blocs qui correspondraient à 2 votes différents. Ça leur coûterait beaucoup trop cher parce que d'emblée, il y en aurait un qui serait, je dirais, de toute façon pas le bon. Et ça coûterait beaucoup trop cher de construire un bloc qui ne serait pas le bon. Et donc, ils doivent faire le choix pour savoir derrière lequel ils doivent se situer pour continuer à proposer le bloc suivant, en fait. Alors, comment dire, en fonctionnant ainsi, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, contrairement à un réseau de pair à pair de bases de données distribuées, une blockchain, c'est avant tout un système d'horodatage de transactions. C'est-à-dire qu'en fait, ces blocs, ils ont un horodatage qui est à l'intérieur, qui permet de dire à quel moment ils ont été créés. Et ils sont créés de telle façon que l'intervalle entre 2 blocs, en tout cas dans le protocole de Nakamoto, mais dans la plupart des blockchains qui sont actuellement déployées, soit constant. Et en fait, cette constance permet d'introduire aussi de la confiance par construction, donc de façon numérique. Donc, dans Bitcoin, les blocs ils sont espacés de 10 minutes. C'est l'exemple que j'ai pris là. Ça veut dire que pendant 10 minutes,
il y a des transactions qui vont arriver dans le réseau et les validateurs sont en charge de récupérer toutes ces transactions, de les insérer dans un bloc et de proposer, je dirais selon les règles, le résultat du protocole cryptographique, les horodatage, et cetera, ce qu'on met dans ce qu'on appelle une en-tête de bloc et qui permet de l'accrocher à l'autre, de former également le maillon. Et donc, comme le bloc il est horodaté, je dirais que globalement, ça horodate aussi toutes les transactions qui sont à l'intérieur. Et donc, en fait, ce système-là, ce qu'il a comme avantage par rapport à ce qu'on connaissait avant, c'est qu'en horodatant les transactions et les blocs, on ordonne les événements dans un réseau. Et donc, on a un système qui permet d'ordonner des événements qui se passent de façon distribuée, voire décentralisée au sein d'un réseau. Et donc ça, c'est très intéressant parce que dans un réseau distribué, on n'avait pas cette propriété avant de pouvoir horodater les événements et de pouvoir surtout avoir un système qui les ordonne automatiquement. Alors, dans la suite, ce que je voudrais expliquer, c'est comment on construit ces 10 minutes entre deux blocs. Ça pourrait être une règle, mais en l'occurrence, dans le protocole de Nakamoto introduit pour Bitcoin, ils ont fait quelque chose qui permet de construire cet intervalle de temps par construction, donc de façon complètement numérique, euh, sans avoir besoin d'intervention, je dirais, de rules, de règles. Et pour ça, ils ont introduit ce qu'on appelle la preuve de travail. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. C'est quelque chose qui fait, je dirais, relativement polémique parce que ça consomme énormément d'énergie, ce qui n'est pas vraiment acceptable dans la société d'aujourd'hui. Et alors, au-delà, je dirais, de la société, ce que je voudrais arriver à se faire sentir, c'est pourquoi cette preuve de travail a été introduite. En fait, cette preuve de travail, elle permet, dans la façon dont elle est construite, de garantir un intervalle de temps entre deux blocs d'une certaine durée qui n'est pas compressible en fait. Et donc Bitcoin a introduit cette fonction en fait qu'on appelle preuve de travail, qui s'appelle aussi une verifiable delay function en anglais, donc une fonction de durée qui est vérifiable, de façon à introduire davantage de confiance par construction en fait. Et donc comment ça fonctionne? Alors l'idée est très simple, c'est de dire je vais prendre une fonction que je ne peux pas optimiser. Donc typiquement en cryptographie, on a des fonctions qui ne sont pas optimisables. Donc typiquement, c'est des fonctions qui ne sont pas hackables. Il faudrait faire ce qu'on appelle de la brute force cryptographie, c'est-à-dire tester absolument toutes les solutions pour trouver la bonne, ce qui n'est pas possible puisque le nombre de solutions étant tellement important que en fait, il n'est pas testable dans un temps raisonnable. Et donc, si je prends une fonction que je ne peux pas optimiser par un code informatique, cette fonction, elle a un certain temps d'exécution. Donc, je prends une fonction que je ne peux pas optimiser et je regarde son temps d'exécution. Et ce temps d'exécution, disons qu'il est X. Si j'ai besoin de garantir un délai de 10 minutes, je vais répéter cette fonction autant de fois qu'il faut pour arriver à avoir mon délai de 10 minutes. Voilà. Quelque part, c'est très simple. Sauf que la seule, je dirais, donnée qui est mouvante dans l'histoire, c'est que cette fonction, son temps d'exécution est déterminé sur un matériel donné. Si je prends un ordinateur plus puissant, bah, il va exécuter la même fonction, mais plus rapidement qu'un ordinateur plus ancien. Et donc ça, c'est la variable d'ajustement. Et donc, dans le protocole de Nakamoto du Bitcoin, il y a une variable d'ajustement qui s'appelle la difficulté, qui permet en fait de dire bah, si j'ai un ordinateur qui est plus puissant, eh ben, il va falloir que je répète cette fonction plus de fois pour arriver toujours à mes 10 minutes en fait. Alors, donc c'est ce que j'ai essayé de ne pas mettre d'équation dans les slides, j'ai juste un ratio pour dire que la puissance de calcul d'un processeur, on peut simplifier en disant que c'est le nombre d'opérations divisé par le temps. Et donc si
Donc, pour garantir 10 minutes, il va falloir que j'aie d'autant plus d'opérations que la puissance de calcul du processeur est importante. Alors, sur ce schéma, ce que j'ai voulu montrer, c'est que en fait, la puissance de calcul des processeurs, elle ne fait qu'augmenter. C'est la loi de Moore. Et puis, on a aussi comment dire, des phénomènes de miniaturisation. Aujourd'hui, la preuve de travail de Bitcoin, elle est effectuée par des ASIC qui sont dédiés à cet usage-là et qui sont de plus en plus, je dirais, puissants et de plus en plus basse consommation aussi. Ce qui fait que bah, plus je dirais que plus les processeurs sont puissants, plus la difficulté va être importante. Donc plus il va falloir répéter beaucoup de fois la fonction de base pour pouvoir garantir les 10 minutes. Et cela fait qu'au départ, quand Bitcoin est sorti en 2010, je dirais presque n'importe qui pouvait être validateur avec son ordinateur à la maison. Et que petit à petit, je dirais, le rôle de validateur s'est professionnalisé au sens où plus on a un processeur ou un matériel puissant, et plus on a de chances de trouver la solution au challenge cryptographique dans le délai imparti et de pouvoir proposer un bloc. Et donc aujourd'hui, les validateurs sur Bitcoin, je dirais, sont ce qu'on appelle des fermes de minage, donc des entreprises qui se sont professionnalisées dans ce type je dirais, de prestations et qui ont acheté du matériel qui est complètement dédié à cet usage-là. Donc voilà, l'idée c'est de maintenir constant le temps entre deux blocs, je dirais, par construction, en utilisant, je dirais, du matériel qui est dédié pour ça. Et donc plus la puissance des processeurs augmente, plus il va falloir augmenter la difficulté pour pouvoir maintenir cet intervalle de temps. Alors, in fine, dans ce protocole-là, maintenir un intervalle de temps sans avoir d'autorisation spéciale sur le réseau. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut monter une ferme de minage, il n'a pas juridiquement à signer de documents pour le faire. Il a juste à se procurer le matériel qui est aussi puissant que ses concurrents pour avoir une chance de gagner, que son bloc soit le premier à être proposé. Et donc, quelque part, il n'y a pas de notion d'autorisation. Donc, il n'y a pas de notion derrière je dirais, de reposer sur des principes quelque part de cybersécurité. Et donc, si quelqu'un en effet devient validateur et se procure ce matériel, ce qu'il va dépenser pour pouvoir participer au consensus, c'est essentiellement de l'énergie. C'est-à-dire que dans la mesure où j'utilise mon matériel au max de sa puissance de calcul, globalement, il va fumer. C'est-à-dire que je vais vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Et l'énergie, ben, vous le savez tous, ça coûte cher, en tout cas dans nos pays. Et donc, je vais dépenser de facto une somme importante. Ça sera un coût important. Et donc, pourquoi je le ferai quelque part? Pourquoi je deviendrai validateur, sachant que ça a un coût important? Donc, pour compenser ce fait que j'investis pour permettre à la blockchain, donc à l'infrastructure de fonctionner, eh ben, je vais être récompensé. Et je vais être récompensé par construction, par le protocole lui-même, c'est-à-dire que dans chaque bloc, il y a une transaction particulière qui est une rémunération qui est pour moi en fait, donc qu'on appelle, donc c'est comme ça que la crypto-monnaie est créée. Donc la crypto-monnaie, elle est créée, je dirais, ex nihilo. Donc typiquement, on reprend l'exemple de Bitcoin. Dans Bitcoin aujourd'hui, il y a 6,5 Bitcoin, 6,25 Bitcoin pardon, de créés à chaque bloc. Et donc, c'est le validateur qui inscrit dans le bloc de façon purement, je dirais, une écriture comptable, une transaction qui lui revient de 6,25 bitcoins et qui crée ces pièces-là toutes les 10 minutes, en fait. Et bah, après, voilà, le cours du bitcoin actuellement, je crois que c'est à peu près 20 000 $. Donc, ça fait quand même une récompense qui est importante à chaque bloc pour celui qui investit de l'énergie pour, pour pouvoir maintenir la disponibilité de la blockchain.
Alors voilà, comme je disais, aujourd'hui, n'importe qui peut pas devenir validateur ou mineur parce que c'est pas forcément, à la portée de tout le monde de créer une ferme de minage et de se procurer ce matériel. Et donc autant, à la création des blockchains, tout le monde pouvait être à la fois utilisateur, vérificateur et validateur. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on a un ensemble de validateurs qui, je dirais, heu, disposent des moyens nécessaires pour participer à un consensus. Et puis, quand on veut utiliser une blockchain, on l'utilise en tant qu'utilisateur et on n'a pas ces moyens, mais on peut quand même l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va avoir dans notre, un dispositif qu'on appelle un wallet, un portefeuille, qui permet de construire des transactions et ces transactions que l'on construit, on les envoie aux validateurs qui prennent notre transaction, qui la mettent dans le bloc et qui si notre transaction, répond, est correcte, on va dire, sera portée dans la blockchain. Et donc, aujourd'hui, la plupart des gens qui utilisent les blockchains ne sont pas validateurs, ils sont utilisateurs et ils peuvent du coup effectuer des transactions par crypto-monnaie ou par token, donc sur un système purement numérique. Alors, la proof of work, je disais, elle peut être discutée aujourd'hui puisque elle consomme beaucoup d'énergie et c'est quelque chose qui voilà, qui fait pas sens en tout cas, par rapport aux problèmes sociétaux actuels et donc se pose la question de comment la remplacer. Alors, comment la remplacer? En fait, c'est pas un problème simple parce qu'en fait, toutes les caractéristiques de confiance par construction qui sont portées dans la preuve de travail pour l'instant, on n'arrive pas à les porter avec un même niveau de sécurité sur d'autres types de preuves. Alors, ceux qui suivent, je dirais, l'actualité du numérique ont dû voilà, en Ethereum, Ethereum a The Merge, enfin, a mergé au mois de septembre dernier pour proposer une blockchain qui ne repose plus sur une proof of work, mais sur une preuve d'enjeu, une proof of stake en anglais, et donc qui est sur un principe qui est radicalement différent où, en gros, dans une proof of stake, on n'a pas besoin de calculer, de trouver la réponse à un challenge cryptographique, donc de calculer cette proof of work. On va simplement investir dans la chaîne, immobiliser une certaine somme. Donc c'est un investissement, un stake, un enjeu qui est là comme garantie quelque part, un peu comme une caution. Derrière, le validateur qui engage cette caution va pouvoir participer au consensus, moyennant qu'il respecte les règles communes, donc les règles de la blockchain. Et s'il triche, eh ben, cet argent qu'il a misé, qu'il a investi, va lui être confisqué quelque part. Et donc, voilà, ça peut reposer sur des sommes importantes. Et donc, le principe de confiance est complètement différent entre la proof of work et la proof of stake. Sur la proof of stake, finalement, ça va reposer sur le fait que si j'investis beaucoup dans la chaîne, on peut me prendre beaucoup si je suis malhonnête ou si je ne respecte pas en tout cas les règles communes. Alors, ces deux façons de fonctionner, voilà, ont toutes les deux des inconvénients. Donc, dans la preuve de travail, ce qu'on a vu, c'est que plus on est puissant, plus on dispose d'un matériel puissant, plus on s'enrichit. Dans la preuve d'enjeu, c'est un peu différent. C'est plus on est riche et plus on s'enrichit. C'est quelque part très capitaliste. C'est-à-dire que pourquoi? C'est qu'en fait, notre pouvoir de vote et donc notre pouvoir de créer des blocs est proportionné à la mise qu'on a mis dans la blockchain. Donc quelqu'un qui est capable de miser beaucoup, non seulement il va pouvoir, avoir plus de capacité de vote et donc soumettre plus souvent des blocs, mais il va aussi pouvoir, potentiellement, s'il est puni, ce sera moins important pour lui. Ce que vous comprenez très bien, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, si on lui confisque une partie, il continuera à vivre. Quelqu'un qui a peu d'argent, c'est pas le cas. Et donc, et par ailleurs, enfin, je travaille en cybersécurité, donc d'un point de vue de la cyber, c'est aussi complètement différent parce que la stratégie de dissuasion est par construction dans la preuve de travail, alors que dans la preuve d'enjeu, c'est une stratégie par punition.
Donc, la stratégie est complètement différente. Dans la preuve de travail, c'est en gros, si je triche, je me tire une balle dans le pied, en gros. C'est parce que je vais investir de l'électricité et donc de l'argent et je ne pourrai pas gagner l'incitation. Alors que dans la preuve d'enjeu, c'est si je triche, les autres, je dirais la gouvernance me punit quelque part. Je regarde l'heure parce qu'il me reste 1 minute. Je vais passer assez rapidement sur ces transparents-là pour vous montrer. Alors, oui, vous montrer que dans la preuve d'enjeu, en fait, on n'a pas de confiance, on n'a pas une confiance forte par construction. Et que c'est un protocole qui est sujet à énormément de vulnérabilité d'un point de vue, je dirais, cyber, d'un point de vue de l'attaquant. Pourquoi? C'est parce que comme le temps n'est pas construit par construction, par une verifiable délai fonction, mais repose sur des règles communes. Un eurodatage, ça change. Hein. Votre ordinateur, vous rentrez chez vous, vous pouvez lui changer l'heure. C'est pas un souci. Donc on peut mettre n'importe quel eurodatage. A priori, c'est une écriture digitale. Donc, ce qui fait que la première attaque à laquelle est vulnérable la preuve d'enjeu, c'est de pouvoir comprimer le temps. C'est-à-dire que si un attaquant comprime le temps, dans un temps qui pourrait correspondre à 5 blocs, admettons qu'il en insère 6, parce qu'il a réussi à changer les horloges et à comprimer le temps. Eh ben, la définition de la blockchain étant la chaîne la plus longue, la chaîne de blocs la plus longue, de facto, si j'ai 6 blocs au lieu de 5, ça devient la chaîne la plus longue. Et donc, c'est un problème, parce que du coup, il est capable de s'accaparer une chaîne quelque part. Une autre attaque de la preuve d'enjeu, alors il y a énormément d'attaques dans la preuve d'enjeu. Je vous présente les deux principales pour essayer surtout de faire sentir comment ça fonctionne. C'est une attaque en anglais qu'on appelle no signal stake, c'est-à-dire que autant dans la preuve de travail, quand on a le choix entre 2 blocs, on est absolument obligé de faire un choix pour proposer le bloc suivant, parce que comme il y a un maillon, la question c'est derrière quel bloc je me positionne et que je ne peux pas investir du coup en électricité derrière 2 blocs différents. Avec l'approche d'enjeu, il n'y a pas d'investissement en électricité et il n'y a pas forcément un gros investissement en coût, puisque mon pouvoir de vote, il dépend de ce que j'ai misé dans la chaîne. Et donc, je peux très bien répartir mon pouvoir de vote sur 2 blocs différents et miner derrière un même rang, derrière 2 blocs différents. Donc ça, c'est un vrai problème aussi, parce que du coup, au bout d'un moment, on ne sait plus quelle est la branche la plus longue et ça met un gros bazar dans la chaîne, en fait. Donc en fait, ces attaques-là, pour les éviter, il y a des contre-mesures qui reposent, sur une complexification du protocole et également sur des règles communes. Et au final, les règles communes deviennent de plus en plus compliquées et si un validateur ne les respecte pas, on lui confisque une partie de sa mise en fit. Donc voilà comment fonctionne le nouveau Ethereum. Et je termine juste, je suis en train de dépasser, du coup je termine juste sur un dernier transparent et je m'arrête pour dire qu'il y a plein d'autres protocoles qui existent dans la littérature. Voilà, il y en a des centaines hein, pour de vrai. Donc, certains autres protocoles demandent aux validateurs d'être autorisés, ce qui n'était pas le cas sur la preuve d'enjeu et la preuve de travail. Ce qui fait qu'on fait, si on est autorisé, ça veut dire qu'on est autorisé par quelqu'un, il y a une gouvernance et que finalement les validateurs se connaissent tous. Le souci de ces infrastructures-là, de ces réseaux-là, c'est qu'ils ont du mal à passer à l'échelle. Parce qu'à partir du moment où je suis autorisée, je vais pouvoir relâcher les contraintes sur la cyber et relâcher les contraintes sur la consommation d'énergie. Mais ça a d'autres inconvénients. C'est qu'à chaque nouveau bloc, je dois attendre tous mes pairs pour pouvoir prendre une décision. Et si on est obligé de se synchroniser, ce qui n'était pas le cas dans les autres réseaux, eh ben, c'est beaucoup plus, enfin, qu'il faut que tout le monde soit au rendez-vous, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et s'il y a des pairs qui ne sont pas au rendez-vous, le système n'est plus disponible, ce qui est un vrai problème. Hein. Imaginez que vous utilisez Internet et que voilà, ne soit pas disponible pendant 3 minutes parce que il faut se mettre d'accord. C'est pas utilisable à très très grande échelle en fait.
Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention. Je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis en train de dépasser le temps. Merci beaucoup, Christine. Nous allons passer aux questions. Donc, je vous propose dans la salle de lever la main et nous vous apporterons le micro. Et pour les personnes qui sont en visio, de poser leurs questions sur le chat. Alors, avons-nous des questions dans la salle? Oui, Marie. Pardon. Bonjour. Bonjour. Je pense que je n'ai pas complètement compris la différence entre la partie Proof by Work et Proof by Stack sur le côté richesse et investissement au départ. Puisque quelque part, plus on est riche, plus on peut aussi s'acheter une machine de calcul puissante. Donc on revient avec le même biais dans les deux preuves, dans les deux scénarios que vous décriviez. Oui, Dans la que philosophie des deux preuves, entre la preuve de concept et l'autre. Alors, ok. Sauf qu'en fait, quand je dis plus on est riche, plus on s'enrichit, je parle en crypto-monnaie. Donc, alors en effet, on peut, je dirais, transférer sa fortune en euros ou en dollars ou en ce qu'on veut en crypto-monnaie. Mais l'idée là, c'est sur la chaîne, c'est-à-dire que dans la preuve de travail, en tout cas, c'est la crypto-monnaie qu'on a immobilisée dans la chaîne qui donne le pouvoir de vote. C'est pas toutes celles que l'on dispose par ailleurs, c'est celles que l'on va immobiliser. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et ensuite, l'idée, c'est, pour répondre à votre question, c'est de dire que ce sont des façons de fonctionner qui sont quand même très, très différentes, mais qui sont purement numériques. Donc, voilà, quelqu'un qui investit dans du matériel, oui, in fine, il peut investir avec la crypto-monnaie qu'il a gagnée, mais là, ce que j'essaie de faire sentir, c'est le fonctionnement de confiance par construction du protocole. Donc, une confiance qui serait amenée par un protocole informatique, quelque part, qui fonctionne sur du matériel, en fait. Une autre question? Oui. Oui, bonjour. Merci d'ailleurs pour cette conférence. J'avais une question, c'était concernant en fait, cette différence en temporelle entre le début du Bitcoin, par exemple, et aujourd'hui, où au départ, ceux qui avaient un simple ordinateur pouvaient faire fonctionner, enfin, pouvaient proposer des blocs, et aujourd'hui, ce serait plus le cas. Mais pourtant, vous avez aussi parlé de cette difficulté où plus la puissance de calcul est importante, plus le facteur difficulté va obliger un nombre de calculs plus important. Pourquoi est-ce que, par exemple, avec un ordinateur d'une puissance plus faible, on n'aurait pas accès finalement à une difficulté plus faible, donc, et finalement participer quand même à la construction du bloc? C'est rigolo parce que c'est des idées qu'on a aussi au labo de faire ça. En fait, ça pose un gros problème de faire ça. La difficulté, elle est commune pour tout le monde. Donc, à partir du moment où on a un processeur plus puissant qui arrive, c'est lui qui fixe la difficulté pour tout le monde. Alors, en effet, on pourrait dire on fait une difficulté qui est relative au hardware qu'on utilise. Mais comment on peut avoir la preuve du hardware qu'on utilise et de sa puissance de calcul? Et c'est une vraie question de recherche, ça. Merci. Je crois que nous avons quelques questions aussi en ligne que l'on va vous publier. Quel risque s'il n'y a plus de validateurs ou au moins pas assez? Ce risque est-il possible? Eh bien, s'il n'y a pas de validateur, il n'y a pas de système. Et s'il n'y en a pas assez, le risque, c'est que c'est plus facile à attaquer. Donc, c'est vrai que le passage à l'échelle, ça aide à la confiance et à la sécurité. Très bien. Peut-être une autre question en ligne, une deuxième question en ligne et après on prendra dans la salle. En quoi la preuve de travail prouve l'honnêteté du mineur? En quoi la preuve de travail prouve l'honnêteté du mineur? Ok. Bah, en fait, le mineur, il a
plusieurs tâches. La première, c'est de construire un bloc. Et donc, ce bloc, il va répondre à des règles communes, la plus connue étant d'éviter le double spending. C'est-à-dire que, pour faire simple, je suis une personne qui envoie des transactions vers la blockchain. Comme mes transactions, elles sont insérées avec un intervalle de temps de 10 minutes, je peux en envoyer 2 qui utilisent la même argent, en fait. Et si ces 2 transactions sont minées dans le même bloc, je vais dépenser 2 fois la même pièce. Donc, typiquement sur Bitcoin, un utilisateur peut dépenser sa pièce qu'une seule fois dans chaque bloc. Voilà, c'est un exemple. Et donc, la première tâche du mineur, c'est de bien construire son bloc. Il doit vérifier toutes les transactions qui sont dedans, qu'elles sont valides, cryptographiquement parlant, parce que derrière, c'est que de la crypto, et qu'il n'y a pas de double spending et d'autres règles éventuellement, qu'elles sont bien respectées. Ensuite, il cherche une réponse au challenge cryptographique qui permet de garantir les 10 minutes entre chaque bloc. Et s'il la trouve, en fait, il va mettre la réponse dans son bloc, parce que là, en fait, c'est très difficile de trouver une solution, mais c'est très, très facile à quelqu'un de vérifier que la solution est bonne. Et donc, il construit ce qu'on appelle le header du bloc. Et dans le header du bloc, il va dire derrière quel bloc il veut positionner son bloc. Donc, derrière quel bloc, enfin, ça crée le maillon, si vous voulez, derrière quel bloc il veut se positionner. Et donc, en quoi ça prouve son honnêteté? C'est que s'il fait ça tout bien, bah, globalement, les autres, ils vont vérifier tout ce qu'il a fait. Ils vont vérifier que le bloc est intègre, c'est-à-dire que toutes les transactions qui sont dedans sont légitimes à être dedans, et qu'il a réellement trouvé une solution à la preuve de travail. Donc, il a bien, quelque part, fait le brute force cryptographique jusqu'à trouver une solution avec la difficulté qui est en vigueur. Et tout ça, c'est vérifiable, en fait. C'est ce qui va permettre de garantir que les transactions qui sont dans la chaîne sont légitimes, qui répondent aux règles communes, et que l'espacement de 10 minutes entre les blocs est également respecté, en fait. Et que du coup, la chaîne la plus longue est bien celle qui est admise de tous, en fait. Donc, je dirais que le travail numérique à faire pour arriver à ça permet de prouver l'honnêteté. Oui. Une question dans la salle. Qu'est-ce qui se passe avec le bloc qui arrive trop tard? Poubelle? Alors quand le bloc il arrive trop tard, c'est trop tard. C'est-à-dire que la difficulté, elle est faite pour que statistiquement, en fonction du nombre de validateurs qu'il y ait une réponse dans les 10 minutes. Celui qui va pas avoir de chance, parce que en fait c'est une loterie, et donc globalement être tiré au sort plus tard. Le tout, c'est que quand il reçoit un bloc des autres, parce qu'en parallèle, il va recevoir les blocs des autres, s'il y en a un qui est bon, il arrête et il passe à autre chose. Une autre question. Là, la dame là-haut. Oui, bonjour. Alors, je n'ai toujours pas compris, à vrai dire, le système. C'est triste, mais je n'ai pas compris. Parce que dans quelque système que ce soit, preuve par le travail ou preuve par l'enjeu, si je suis un grand trafiquant international avec des fortunes comme on n'a même pas conscience, je vais mettre des mineurs, je vais mettre des enjeux, et je vais respecter la règle du jeu. La règle du jeu, c'est respecter comme dans tout jeu. Et auquel cas, mes transactions, qui pourtant fondamentalement s'appuient sur quelque chose d'extrêmement malhonnête, trafic de drogue international ou autre, mais comme j'aurais respecté la règle du jeu, de l'intervalle, de ceci et de cela, voire même en investissant dans beaucoup de validateurs, je serais considérée comme honnête. Alors, il y a un décalage que je n'arrive pas à Alors, comprendre. il y a plusieurs aspects dans votre question. Je vais essayer de répondre à la première partie déjà.
Admettons qu'on a un milliardaire qui a beaucoup d'argent, il peut monter une ferme de minage. Okay, mais donc sa ferme de minage va lui permettre d'avoir les moyens de trouver la réponse au challenge cryptographique dans le temps imparti. Mais pour autant, il devient un validateur sur le réseau, parce qu'il y en a d'autres des fermes de minage. Chacune représente un validateur, pas plusieurs. C'est-à-dire que les moyens qu'il investit pour trouver le challenge cryptographique sont décorrélés de sa personne morale, si vous voulez. Et donc, il n'aura pas plus de poids que les autres. Après, s'il investit peut-être plus de matériel parce que globalement, il est plus puissant, bah, la difficulté va augmenter. Et les autres, quelque part, pour garantir leur business, vont chercher à s'aligner. Et quand bien même, de toute façon, je dirais après, il y a cette question de parallélisation, puisque c'est un tirage au sort. Donc voilà. Mais quand bien même, admettons qu'il ait une puissance telle qu'il soit plus fort que les autres. Alors déjà, la difficulté peut augmenter, donc ça va calmer un peu tout le monde. Ça, c'est déjà une première contre-mesure qui permet au réseau de s'adapter un peu, entre guillemets, tout seul. Après, d'un point de vue, il n'a qu'un seul authentifiant de wallet sur le réseau en tant que validateur, donc il n'a pas plus de poids. Et il y a une question d'équité sur le réseau entre validateurs aussi. Donc si on voit que, en fait, qu'un validateur gagne trop souvent, il y a un principe, je dirais, d'hygiène qui fait qu'il se retire parce que, alors ça c'est un système économique qui fait ça, parce qu'en fait, c'est les utilisateurs qui envoient des transactions, qui font la richesse du réseau, parce que fournir une infrastructure s'il n'y a pas d'utilisateurs, ça ne va pas aller bien loin. Donc, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui fait la richesse du réseau. Parce qu'aussi, les utilisateurs, ils manipulent la crypto-monnaie qui est générée par l'incitation. Et donc, tout est transparent. Donc, les gens qui utilisent la blockchain, ils vont aussi regarder qui a construit les blocs. S'ils voient que c'est toujours la même personne, ils vont perdre la confiance dans l'infra. Ils vont choisir une autre ou ils vont arrêter d'envoyer des transactions, pour un temps en tout cas. Et donc, la demande en termes d'utilisateurs va baisser. Si la demande, elle baisse, le coût du Bitcoin, il baisse aussi, parce que c'est un système d'offre et de demande. Qu'est-ce qui se passe si le coût du Bitcoin, il baisse? Au lieu de valoir $20, il en vaut 10. Enfin, ça s'est bien écroulé ces derniers temps, donc c'est un peu le cas. Comme les validateurs, ils sont rémunérés avec l'incitation, donc 6,25 Bitcoin aujourd'hui. Ces 6,25 Bitcoin, si un Bitcoin vaut $10 au lieu de $20, bah, c'est beaucoup moins intéressant pour leur business model. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à se retirer de façon à garantir l'équité entre validateurs dans le fait d'avoir la récompense et de regagner la confiance des utilisateurs. Et en garantissant l'équité de cette façon-là, ils assurent davantage de confiance dans le réseau. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais le mécanisme, c'est celui-là. Et donc, en fait, par construction, ça fonctionne. Parce que même si un validateur devient plus puissant que les autres, en fait, il n'a pas intérêt. Parce que ça nuit à son propre business autant qu'à celui des autres. Merci beaucoup, Christine. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Sachez que de toute façon, on peut continuer la discussion après la conférence. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup pour avoir inauguré la nouvelle version de la première là. Voilà, by Giant. Et je vous propose d'applaudir notre speaker. Merci. Quelques petites informations avant de partir. Premièrement, effectivement, nous vous remercions aussi d'avoir suivi la conférence. Le replay sera disponible à partir de cet après-midi. Nous vous donnons aussi rendez-vous pour le prochain Midi Minatech by Giant le vendredi 10 mars 2023. Il sera présenté par Séverine Leloarn de GEM, même lieu, même heure.
Enfin, pour les personnes qui ont réservé un sandwich, il vous attend au rez-de-chaussée. Vous savez maintenant que le nombre de sandwichs étant limité, nous vous remercions de bien vouloir respecter votre réservation ou votre non-réservation. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci.